Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons construire un cas pratique de l'IA. Mais au-delà de ça, on va ensemble voir le chemin qui va vous permettre de demain d'accéder à plus d'opportunités autour de l'IA. Même si vous n'avez pas au préalable eu de grands diplômes sur l'IA ou sorti des grandes écoles, nous allons voir quelles sont les étapes qui vont vous permettre de passer dès là où vous êtes aujourd'hui à un niveau qui se rapproche d'un niveau expert. Aujourd'hui, pour se former en IA, il y a plusieurs façons ou il y a plusieurs formations. Par exemple, on retrouve les formations classiques ou les formations académiques. On va suivre un parcours, un cursus universitaire pour avoir un diplôme et par la suite, espérer avoir des opportunités sur l'IA. Moi, je fais un master en IA et un doctorat en IA et je peux vous dire que j'ai vu plusieurs formations ou plusieurs parcours et même en demandant à plusieurs de mes amis et d'autres confrères, que la plupart de ces formations universitaires sont faites souvent pour une chose, construire de chercheurs académiques. Et c'est pour ça que dans ces formations, ils vont vous former beaucoup en théorie. Vous allez voir beaucoup de choses sur la théorie de certains éléments, mais malheureusement, vous aurez de très faibles cas pratiques. Dans cette vidéo, nous allons voir deux choses. Première chose qu'on va voir, c'est quel est le chemin qui va vous amener à attirer plus d'opportunités vers vous. Deuxièmement, ce qu'on va voir, c'est à partir d'une problématique, comment construire un premier prototype. Dans la première vidéo de cette formation, je vous ai présenté un plan qu'on va suivre. Dans ce plan, on retrouve notamment qu'on allait aborder par exemple les notions de base des NLP, de voir ensemble les embeddings, de voir des méthodes comme les RRN récurrentes comme les STLM, et de voir que ces méthodes récurrentes ont permis par exemple d'avoir des méthodes comme des transformers. Et finalement, dans notre plan, on avait prévu d'aborder des cas pratiques à la fin. Mais je dois vous avouer quelque chose. Je suis tombé dans le piège classique, à savoir d'avoir beaucoup de théories et à la fin, arrive la pratique, voire du tout pas. Mais nous, on va changer ça et on va faire un virage à 180 degrés aujourd'hui. On va d'abord voir plus de pratique et la théorie, elle va venir selon votre demande. Par exemple, lorsqu'on va finir une vidéo sur un cas pratique comme celui-ci, si vous trouvez qu'il y a des points importants à aborder plus en dans les détails, alors laissez-moi un commentaire et je me ferai un plaisir de vous le présenter. À la fois ces concepts, qu'est-ce qu'il y en est, etc., comment l'implémenter, quels sont les grands axes de ce concept, et voir ensemble quel est l'avantage et les limites d'un concept que vous voulez aborder. À la pratique, dans cette chaîne, nous allons voir plusieurs vidéos de cas d'usage réels qui vont vous intéresser. Si vous avez par exemple un cas d'usage que vous voulez qu'on y travaille ensemble, laissez-moi un commentaire et je me ferai un plaisir pour en faire une vidéo complète afin qu'on puisse aborder en détail sur ces thématiques. Si pourquoi une formation axée sur la pratique est beaucoup plus mieux pour certaines personnes que des formations axées sur la théorique. Par exemple, moi, je fais un master en IA à l'Université d'Aix-Marseille et il est important de souligner que dans ces masters, il y avait beaucoup de théorie et on avait certes des éléments pratiques, mais au vu de l'entente du marché, ces éléments pratiques étaient très peu. Par exemple, nous, lorsqu'on regarde par exemple l'information, qu'est-ce qu'elle contient. Aujourd'hui, le site il a un petit souci, mais on va regarder par exemple un autre master. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on regarde un master en mathématiques et intelligence artificielle, qu'on regarde ce que ce master propose, on constate qu'il y a déjà dans un premier élément, il y a un aspect des algorithmes, d'optimisation d'algorithmes, d'apprentissage, etc., qui est basé sur des concepts théoriques, d'aborder notamment la probabilité et d'aborder par la suite des éléments comme les mathématiques pour l'intelligence artificielle, etc. Et vous voyez donc que tout ça ne permet pas de mettre la main dans la pâte déjà dans un premier temps pour en savoir les enjeux. C'est un peu comme lorsque des personnes vous disent il faut lire, et qu'ils ne vous disent jamais pourquoi il faut lire. L'objectif de cette formation est de passer d'un niveau général
c'est-à-dire monsieur tout le monde en IA, un niveau moyen, voire moyen plus. Pourquoi ici je vous dis que cette formation ne va pas vous permettre d'être expert, même si aujourd'hui beaucoup de personnes utilisent le mot on va faire une formation pour que vous deveniez expert en IA, moi je serais beaucoup plus prudent par rapport à l'utilisation de ce mot. Pour moi, un mot expert en IA, surtout dans le domaine, lorsqu'on veut avoir une connaissance approfondie par rapport à ce sujet, il signifie quoi concrètement par rapport aux autres? Un niveau général par exemple, c'est la personne qui a déjà codé des algorithmes basiques de l'IA, qui sait utiliser par exemple des modèles de faire du fine-tuning et de pouvoir en produire des résultats. Un personne moyen, pour moi, c'est une personne qui va permettre, par exemple, de créer une application IA en partant sur un problématique. Il a pratiqué, il a beaucoup d'expérience sur ça et il sait, en tout cas, mettre en production une application IA et la faire tourner. Là où il faut prendre le mot expert avec des pincettes, pour moi, un expert, c'est à la fois une personne qui va maîtriser tous les aspects, en tout cas les aspects majeurs qui tournent autour de l'IA, qui va également faire en sorte de mettre en production des applications de façon autonome et simplifiée. C'est-à-dire qu'il a cumulé beaucoup d'expériences qui lui ont permis, par exemple, en quelques jours, de créer une application IA beaucoup plus complète. Alors qu'un personne moyen va galérer et va prendre plus de temps. Et le niveau supérieur d'un expert, c'est un niveau international. C'est-à-dire une personne qui est connue partout dans le monde par rapport aux compétences qu'elle possède. Le niveau international, c'est un niveau beaucoup plus challengeant et certainement l'un d'entre vous pourra en atteindre. Mais pour atteindre ces niveaux, il faut beaucoup d'exigences et beaucoup de travail. Parce que cela ne sera pas facile. Et pour la plupart des gens, devenir déjà expert en IA, c'est un élément essentiel et qui va vous permettre de se démarquer par rapport aux autres. Pour atteindre le niveau d'expert, il y a plusieurs étapes. Le premier choix concerne déjà le choix d'un domaine, d'une technologie, soit d'une technologie et d'un domaine particulier à la fois. Plus vous serez précis sur le choix d'un domaine, plus les étapes qui vont suivre seront plus faciles. Il est important de se concentrer sur un sujet particulier. Pourquoi? Parce que suivre tout le temps la nouvelle tendance va vous amener nulle part et va vous, plutôt le contraire, vous faire en sorte que vous régressez de votre apprentissage. Il est donc essentiel de choisir un domaine. Ce domaine, par exemple, il peut être la santé, la finance, le robotique, le bien-être, la productivité, etc. Choisissez un domaine qui peut vous passionner ou pas, sur lequel vous avez des outils d'amélioration, vous avez des accès au marché. Par exemple, ça peut être un domaine sur lequel vous avez collaboré avec d'autres personnes, etc. Choisir un domaine va vous faciliter beaucoup par la suite. Une fois que vous avez choisi un domaine, vous allez par la suite lire et implémenter les éléments proposés dans ces domaines qui vont vous permettre du coup d'enrichir vos vocabulaires scientifiques à la fois qui concernent les domaines, mais notamment voir les enjeux par rapport à ces domaines. Vous allez par exemple voir des articles scientifiques, voir des données, voir également s'il y a des brevets qui ont été déposés sur ces thématiques, et cela va vous donner une vision globale. L'état de l'art va vous permettre donc de voir les différentes problématiques qui existent dans votre domaine. Vous pourriez ainsi choisir par exemple les problématiques pour s'entraîner par rapport à l'état de l'art, celles qui sont par exemple les plus récurrentes, celles qui sont le plus présentes, etc. pour s'entraîner et avoir plus de compétences. Sinon, si vous avez déjà une problématique que vous voulez résoudre dans ce cas-là, vous pouvez par exemple partir de cette problématique et faire des recherches spécifiques sur l'état de l'art qui concerne ces problématiques. Avoir choisi un domaine et avoir compris les enjeux de votre domaine, vous allez par la suite déterminer quel chemin suivre pour atteindre votre objectif. Imaginez par exemple dans l'étape numéro 2, dans l'état de l'art, plusieurs personnes ont tracé des chemins pour arriver à des destinations.
Ils ont dit par exemple que pour traiter ces éléments-là, il faut utiliser la méthode A, d'autres utilisent la méthode B, d'autres vont utiliser par exemple de métriques ou des scores de performance A, etc. Chacun il aura une combinaison de solutions qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. C'est là, dans cette étape numéro 3, c'est là où vous allez définir vous-même votre chemin. Vous allez par exemple choisir quel type d'approche il faut utiliser, quel type d'architecture, quelles sont les interfaces utilisateurs que je veux implémenter, quelles sont les métriques que je vais utiliser pour mesurer mes performances. Toutes ces combinaisons vont faire en sorte que votre problème soit particulier, ou en tout cas le chemin que vous allez emprunter pour résoudre ce problème vous soit uniquement réservé et que vous puissiez acquérir des compétences sur ça. C'est ici, dans l'étape 3, que vous allez donc manifester votre créativité. Vous allez tracer vous-même votre propre schéma. Pour ça, vous allez déterminer quel angle d'attaque il faut choisir pour résoudre par exemple un problème qui vous sera présenté soit par des utilisateurs finaux ou des problèmes que vous avez vous-même constatés. La 4e étape, il faudrait, une fois qu'on a choisi un domaine, qu'on a compris l'état de l'art du domaine, qu'on a également choisi notre angle d'attaque ou le chemin qu'on voudrait suivre pour résoudre notre problème, il est temps de produire des solutions. Il est temps de produire des solutions rapidement et de sortir par exemple des prototypes. Mais chaque fois que vous avez un problème, vous avez un seul objectif, sortir un premier prototype, un MVP, qui sera testé rapidement par exemple des utilisateurs ou par vous-même. Et l'objectif de cette 4e partie, c'est choisir un seul feature ou un seul caractéristique que l'application va inclure, choisir un moyen de mesurer les performances, faire en sorte que l'application soit accessible. Pourquoi j'insiste sur le 4e point? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, notamment moi dans le passé, je passais beaucoup de temps à pouvoir rechercher la solution idéale et cela me faisait en sorte que j'ai des experts dans l'apprentissage d'un domaine particulier. Il est beaucoup plus important de mettre la main dans la pâte et de produire une solution concrète, malgré que sa performance soit médiocre, etc. Il ne faut pas s'en soucier, il faut plutôt aimer le chemin qui va vous permettre d'apprendre. Et finalement, une fois qu'on a compris ces différents éléments qui vont nous permettre par exemple de passer à un niveau global, à un niveau moyen plus, il faudra déterminer par exemple quelles sont les deadlines pour chaque étape. Si par exemple vous avez déjà choisi un domaine et que vous êtes intéressé par un sujet particulier, c'est bon. Mais si ce n'est pas le cas, prenez au minimum 3 jours qui vont vous permettre par exemple de vous concentrer sur la recherche des éléments qui vont par la suite définir votre carrière en IA. Et par la suite, une fois que vous aurez choisi un domaine, que vous aurez par exemple extrait un problématique de ce domaine, vous avez 2 semaines, entre 1 à 2 semaines pour regarder l'état de l'art. Ne passez pas plus de temps, comprenez juste les enjeux globaux, le contexte, comme je vous dis, le vocabulaire de votre domaine, etc. S'il y a des données qui sont accessibles, pour vous permettre déjà d'avoir des bases solides. Une fois que vous avez ça, vous avez passé par la suite 3 jours pour choisir un chemin. Dans l'état de l'art, il y a eu plusieurs solutions qui ont été proposées et c'est à l'étape 3 que vous allez vous dire, ok, là aujourd'hui je dois choisir une étape et passer à autre chose. Et l'étape 4, c'est de construire un MVP qui va vous permettre par exemple de développer une seule caractéristique ou une seule feature que va contenir, qui est le feature essentiel, le minimum pour que l'application puisse être viable et qu'on puisse l'utiliser. Et pour le MVP en général, il faut prendre 1 semaine à 2 semaines. Tout dépendra aussi du contexte, mais globalement, de façon générale, il faut toujours se dire qu'il faut mieux sortir une seule fonctionnalité que de sortir plusieurs fonctionnalités. Ici, on a des exemples beaucoup plus concrets qui concernent les domaines. Nous voyons par exemple là 3 exemples de domaines. On a par exemple les domaines de santé, le finance et l'art. Dans la santé, on va retrouver par exemple
outils d'IA qui vont nous permettre d'améliorer l'expérience utilisateur, les diagnostics des maladies, les recherches médicales, etc., etc. Et dans la finance, par exemple, on peut avoir des méthodes d'IA qui vont nous aider à traiter des documents financiers, soit la trading, etc. Et finalement, pour les personnes qui travaillent dans l'art, des méthodes d'IA qui vont l'aider à améliorer leur créativité en leur proposant par exemple des tableaux, des images, des vidéos, etc. Malgré que certains peuvent supposer que nous allons utiliser la même IA pour chaque domaine, il est important de souligner que chaque domaine a ses spécificités. Prenons l'exemple. Si on compare par exemple la santé et le domaine de l'art, on va voir quoi concrètement. Dans la santé, l'exigence est beaucoup plus dure pour avoir par exemple des résultats beaucoup plus précis. Supposons par exemple, prenons le cas du diagnostic médical. On va supposer que vous voulez créer un modèle IA sur ça. Et vous allez donc proposer cette méthode à un hôpital. L'objectif de cette solution, parmi les cahiers de charges que certainement l'hôpital va vous fournir, c'est une précision presque parfaite. On essaye de faire en sorte que la réponse qu'on prédit, par exemple, dans le domaine de santé, soit toujours bonne. Et aussi, on ne sait pas, par exemple, on va dire qu'on ne sait pas. Alors que dans l'art, on va plutôt privilégier des méthodes IA qui vont peut-être se planter, mais qui vont toujours avoir beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de liberté à proposer des choses. Vous voyez donc que d'un côté, on va contraindre l'IA sur certains aspects, et de d'autres, on va déplacer par exemple un curseur plus vers la créativité. Et c'est là le choix du domaine va vous servir à savoir où est-ce que je vais placer mon curseur pour avoir quel compromis sur quels éléments. On va donc voir notre cas d'usage. On va voir le cas d'usage qu'on va traiter aujourd'hui. On va supposer déjà dans un premier temps qu'on a par exemple un ami qui gère sa boîte, et cet ami en question, il fait souvent des présentations. Et dans ces présentations, il utilise beaucoup de chiffres. Et dans ces chiffres-là, il les essaie d'extraire à la main, manuellement, dans nos documents financiers qui se trouvent un peu éparpillés dans son entreprise. Et chaque fois, mon ami perd beaucoup, beaucoup de temps à vouloir créer des slides parce qu'il perd beaucoup de temps à vouloir déjà extraire les informations. Donc, mon ami, ce qu'il voudrait, c'est d'automatiser une solution qui va lui permettre, à travers des questions, d'extraire tous les éléments ou les chiffres qui vont nous permettre, par exemple, de l'utiliser dans des slides. C'est ainsi que vous, par exemple, aujourd'hui, vous allez prendre le casquette d'un ingénieur pour résoudre le problématique de mon ami ensemble. La première chose à cerner d'abord, c'est le contour du problème. Et pour ça, rien de beaucoup plus simple. Il faut poser des questions. Des questions typiquement, par exemple, comme combien de documents vous allez traiter pour utiliser cette solution, le temps nécessaire pour obtenir une réponse, la qualité de la réponse et les exigences au niveau d'interface. Est-ce que cette interface va s'intégrer dans des solutions qui existent ou ça sera une interface qui sort de l'écosystème de l'entreprise? Une fois que vous aurez posé votre question à mon ami, par exemple, supposons que mon ami va vous répondre sur ces différentes questions. Il va vous dire, par exemple, qu'il traite par mois environ 100 documents sur ces slides et il recherche dans ces slides environ 100 documents et quel est le temps nécessaire pour obtenir une réponse par rapport au modèle qui va lui automatiser. Ça serait maximum 1 minute parce que sinon il prendrait beaucoup plus de temps et ce serait mieux qu'il recherche l'information par lui-même. Par exemple, supposons que le modèle que vous proposez va prendre des dizaines de minutes, voire plus. Et du coup, ça ne serait pas rentable pour lui de partir sur ce chemin-là. Et en plus de ça, par exemple, il y a la qualité de la réponse. Vous les avez dit, par exemple. Est-ce que vous voulez toujours avoir des très très bonnes réponses, c'est-à-dire d'être le plus précis possible? Il va vous répondre, par exemple, des réponses précises dans la plupart des cas. Cela veut dire que si jamais il y a 2 heures, c'est pas grave. Mais en tout cas, de privilégier d'avoir des réponses précises. Et du coup, dans ce contexte, il n'y a pas des réponses presque parfaites, dans le sens où on peut se permettre, par exemple, d'avoir quelques erreurs. Et à la fin, par rapport aux exigences d'interface, il vous donne les libres. Il vous dit, par exemple, peu importe ce que vous allez choisir, pour lui, ça sera toujours le bienvenu. Vous avez du coup constaté qu'il y aura des types de questions.
des questions qui sont beaucoup plus fermées, vous n'avez pas beaucoup de main-d'œuvre, et d'autres questions où vous aurez beaucoup plus de facilité à manœuvrer et de proposer par vous-même des solutions à mon ami. Il faudra déterminer dans combien de temps vous allez fournir l'application ou la version minimum ou les MVP de cette solution. Par exemple, il va vous dire, OK, il me faut au minimum dans 2 semaines. Une fois que vous aurez déterminé tout ça, on va place à la pratique. Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est rechercher l'état de l'art des éléments qui concernent autour de cette problématique. Et pour ça, rien de beaucoup plus simple. On va aller par exemple dans Google, et dans Google, on va dire, OK, on va par exemple dire le modèle d'IA des informations on va par exemple faire des recherches. On va voir par exemple qu'il y a deux méthodes d'IA qui vont exister. Là, la page en question ne marche pas, mais on va par exemple voir d'autres méthodes. On va par exemple voir des blogs qui vont nous proposer des éléments. Il y a parfois des petits éléments de code. Ok, parfait. On va continuer notre recherche de cette façon. On va voir s'il y a des outils qui existent. Là, par exemple, on va voir qu'il y a des outils qui vont exister. Ils vont, par exemple, pour certaines personnes, extraire des éléments. Ça, c'est des façons automatiques. Ça ne nous concerne pas trop. Du coup, il va extraire des informations prédéfinies dans une facture. Mais ok, c'est quand même intéressant de noter tous ces outils-là. Et finalement, en fait, lorsque vous aurez cherché les outils, les blogs, je vous conseille vivement de lire les articles scientifiques sur cette thématique. Et notamment, il y a beaucoup de publications disponibles en accès gratuit dans Archive, où vous allez par exemple dire modèle. Vous allez trouver par exemple des méthodes ou des éléments qui vont par exemple résoudre votre problématique. Et là par exemple, on a quoi? On a déjà des petites architectures, des petits éléments que vous allez voir, que des chercheurs ont passé du temps, pas certainement, pour proposer ça. Et globalement, les articles scientifiques contiennent des éléments enrichissants pour votre apprentissage, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de théoriques parfois, mais ne vous inquiétez pas, apprenez de maintenant, vraiment dès que vous pourriez avoir cette habitude de rechercher et de lire des articles scientifiques, parce que c'est ici que la majorité de nouvelles connaissances apparaissent. Si demain il y aura un nouveau modèle ou un nouveau type de modèle d'IA, c'est ici que vous allez retrouver. Et par exemple, lorsqu'on va lire dans cet article, on va voir par exemple qu'il y a plusieurs, il y a des figures, il y a des données parfois qui sont facilement accessibles, tant mieux, ce qu'on recherche, etc. Et finalement, il y a des jolis graphiques, et à la fin, vous allez retrouver d'autres références, d'autres articles qui vont vous permettre par exemple de rediriger et de voir, par exemple, des blogs facilement. Et comme ça, vous allez au fur et à mesure construire votre connaissance et déjà d'avoir des éléments facilement accessibles. Par exemple, là, on a une partie de code, tant mieux. Et vous voyez qu'en faisant comme ça, vous allez aller beaucoup plus rapidement. Donc, mon conseil, c'est d'aller tout le temps, dès que c'est possible, vers des articles scientifiques, vers des blogs, vers des vidéos, si possible. Mais en général, les éléments qui vont vous permettre de vous différencier, ils vont se trouver dans des articles scientifiques. Une fois qu'on a dit ça, on va revenir du coup, supposons qu'on a passé 2 semaines à faire ça, on va revenir dans notre cas, on va par la suite se dire, ok, dans l'état de l'art, qu'est-ce qu'on peut faire? Après avoir passé 2 semaines à faire votre état de l'art, à choisir les éléments, à pouvoir apprendre toutes ces connaissances, vous allez du coup construire des liens entre tout ça et pouvoir catégoriser les différents éléments que vous aurez appris. Je vous conseille vivement, lorsque vous allez faire vos recherches, de les faire en anglais.
Pourquoi en anglais? Parce qu'en faisant ça, vous allez avoir des résultats, que ce soit dans votre navigateur de recherche et autres, des résultats beaucoup plus pertinents. Parce qu'il y a beaucoup plus de communautés anglophones que francophones, malheureusement. Et du coup, ben, il y en a des personnes, certainement, qui ont fait presque la même chose que vous, mais pas dans la francophonie. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rechercher avec des mots-clés en anglais. Et par la suite, supposons par exemple que vous avez trouvé des outils, vous allez déterminer par exemple qu'on peut utiliser de LangChain, des PDF API, des PDF AI pour faire ce qu'on voudrait. Et aussi, vous allez voir par exemple qu'on peut utiliser des outils comme N8N avec des agents. Vous avez vu par exemple que les articles qu'on a vus allez vous rediriger sur d'autres articles. Vous avez vu qu'il y avait des concepts qu'on appelle les RAG qui vont vous permettre par exemple de retrouver des informations spécifiques dans le document. Vous avez vu par exemple dans des articles, LangFind, etc. Et par rapport aux données, vous avez collecté certainement de données qui sont peut-être pertinentes dans votre cas ou pas, mais en tout cas vous avez une petite base de données. Par exemple là, vous avez vu qu'il y avait un dataset qui s'appelait DocVQA où il y avait des éléments financiers et que ces corpus contenaient par exemple des questions-réponses. Une fois que vous avez fait le contour de l'état de l'art, c'est là qu'il faut choisir. Il est temps de bien choisir. Il est temps de bien choisir, pourquoi? Parce que souvent ce qui arrive, c'est que comme on a plusieurs solutions disponibles, on s'y perd. On ne sait plus choisir vers quelle solution partir. Et c'est pour ça qu'il faut trancher, arrêter et se dire, OK, je vais d'abord tester cette solution et après, on verra les restes. Essayez de vous concentrer sur une seule solution, testez-la et essayez de la comprendre comment bien l'utiliser. C'est pour ça que, par exemple, dans notre contexte, on va choisir le LangChain comme outil qui va nous permettre d'atteindre ce qu'on voudrait. Et en plus de ça, les types d'approches qu'on peut utiliser parmi les différentes approches qu'on a vues, on va pouvoir, par exemple, se dire, d'accord, on va partir sur le RAG. Et finalement, on va essayer déjà dans un premier prototype d'utiliser les données qu'on a, c'est-à-dire prendre 5 documents que notre utilisateur final nous aura donnés. Une fois qu'on a ça, on peut passer à l'étape suivante. Une fois qu'on a bien choisi les éléments sur lesquels on va se concentrer, par la suite on va rentrer dans les détails, l'élément essentiel. On avait choisi par exemple de se dire ok, le RAG me semble une solution pertinente pour pouvoir atteindre ce que je veux. On va donc approfondir ce sujet. C'est quoi le RAG, etc. Le RAG, lorsque vous allez faire votre recherche, vous allez certainement tomber sur un article scientifique comme celui-ci qui a été proposé dans 2021. Du coup, c'est la contribution qui a permis de proposer cette méthode RAG. Et le RAG, ça signifie quoi? C'est Retrieval Augmented Generation for Language Enters NLP Task. Et qu'est-ce qu'il va faire concrètement? C'est des chercheurs Facebook qui ont proposé, et dans d'autres universités aussi, qui ont proposé ces types d'approches. Et je vais vous expliquer beaucoup plus simplement le contour de cette approche, et je vous invite à lire l'article aussi. On va prendre déjà dans un premier temps un exemple. On a par exemple deux personnes qui discutent. Aujourd'hui, par exemple, vous avez eu une discussion avec un ami, et c'est un ami qui est assez bavard. Cet ami assez bavard, il fait en sorte que, comme il parle beaucoup, à la fin, on ne sait pas ce qu'il a dit. Et du coup, vous allez vous retrouver au milieu de la discussion, que vous ne puissiez pas vous souvenir de ce qui a été dit au début. C'est-à-dire, comme la conversation a duré par exemple des heures, vous ne vous souvenez plus quel était l'élément au milieu, au début, etc. Vous avez perdu le fil d'une discussion, mais vous vous souvenez par contre les derniers éléments que vous avez abordés avec lui. Et c'est là où il y a un contexte, un élément qu'on utilise dans LLM, qu'on va appeler contexte Windows, va intervenir. Qu'est-ce qu'il va faire le contexte Windows? Les contextes Windows ou la fenêtre contextuelle, c'est en quelque sorte la capacité d'un modèle à prendre en considération le contexte. Un contexte, c'est les éléments qu'il va utiliser par exemple pour vous apporter un résultat ou une réponse. Vous avez par exemple demandé à ChatGPT aujourd'hui une question. Pour que ChatGPT vous puisse répondre à cette question, il va utiliser un contexte. Ça peut être votre prompt, ça peut être par exemple dans une discussion les précédentes réponses et questions qu'il vous a données. Du coup, un contexte, c'est la capacité du modèle de utiliser l'information qu'il a ou qu'il a en disposition et de choisir
une taille qui est assez fixe pour par la suite vous donner une réponse. Par exemple, une réponse comme celle-ci, qui va vous dire par exemple, moi je veux, vous avez posé une question, il va vous donner une réponse. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans ce contexte précis, on ne va pas prendre toute la quantité des textes possibles parce que vous imaginez qu'il y a une grande quantité de textes qu'on peut utiliser pour avoir une réponse, mais on va utiliser une partie d'un contexte, une partie du texte pour avoir une réponse. Et c'est là où il y a la première limite. Vous vous dites certainement, mais pourquoi juste ne pas à chaque fois augmenter la taille de cette fenêtre pour prendre en compte plus de contexte. Notamment par exemple, vous voyez par exemple que ChatGPT parfois il a des limites, il se souvient plus des discussions très très en amont parce que en fait il a perdu ses informations. Et vous dites pourquoi on n'aimerait juste pas augmenter au fur et à mesure la taille. C'est ce qu'essayent de plus en plus des entreprises ou de chercheurs aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il y a une vraie contrainte. On ne peut pas d'une façon infinie augmenter la taille de ce contexte, c'est-à-dire les informations qui vont nous permettre d'avoir une réponse, c'est les informations sur lesquelles on va se baser pour avoir ces réponses. On ne peut pas faire de façon indéfinie. On est limité par plusieurs éléments. Si par exemple aujourd'hui on voudrait augmenter de façon significative la taille de ce contexte Windows, si on voudrait par exemple augmenter de façon significative la taille de ces Windows, contexte Windows, on va déjà être confronté à une première limite qui concerne le calcul de ressources nécessaires pour faire ces calculs, parce qu'on va augmenter drastiquement le nombre de paramètres, etc. Et cela va engendrer par exemple plus de coûts pour entraîner votre modèle ou faire du fine-tuning dessus. C'est pour ça qu'il faut toujours chercher un compromis entre taille des fenêtres et objectif de ces méthodes IA. Ça ne sert à rien, par exemple, pour une méthode IA aujourd'hui qui va juste utiliser quelques questions et vous donner une réponse, d'avoir un contexte qui est très large. Pour prendre un exemple beaucoup plus concret, on va comparer une méthode proposée par OpenAI avec une méthode proposée par Google. Dans OpenAI, par exemple, il y a la méthode O4 mini et dans Google, on a Gemini 10.4 Pro. Les deux vont utiliser une fenêtre contextuelle qui est assez conséquente. Par exemple, dans la méthode O4 mini, il va utiliser une fenêtre contextuelle de taille 200 000 tokens et Gemini 2.5 Pro va utiliser 1 million de tokens comme fenêtre contextuelle ou contexte Windows pour du coup avoir une compréhension de ce contexte. Vous voyez, par exemple, que Gemini, comme il a un contexte qui est beaucoup plus large, il va coûter beaucoup plus lors de l'utilisation par rapport aux utilisateurs. Par exemple, nous, typiquement, si on veut utiliser Gemini D Pro, ça va nous coûter 3,4 euros pour utiliser 1 million de tokens. Alors que Gemini, par exemple, un modèle beaucoup plus petit qui contient un contexte size de 200 000, on va dépenser 1,93 dollars tous les 1 million de tokens utilisés. Le mot token que j'ai employé ici plusieurs fois, on va pouvoir le revenir dans les détails, mais il y a un élément important à souligner. Un token, c'est une façon de découper. Les informations textuelles ont une unité d'information sémantique. Par exemple, on peut utiliser un découpage par mot et on peut avoir un token qui va concerner pourquoi, un autre nœud, etc. Mais on va revenir. Et ce qui est important de noter, du coup, c'est qu'à la fois, lorsqu'on va augmenter la contexte Windows, cela va impliquer un nombre de paramètres qui va augmenter, un nombre de calculs de ressources beaucoup plus conséquent et qui va engendrer un coût à la fois pour l'entraînement du modèle, mais aussi dans son utilisation quotidienne. Ici, on va donc aborder concrètement, une fois qu'on a vu le contexte Windows, on va se dire, ok, supposons aujourd'hui un cas. On a notre client, mon ami, il vous a donné des dizaines de documents. Dans ces dizaines de documents, il y a plusieurs, par exemple, milliers de tokens, voire il vous a donné beaucoup plus de documents, et du coup, ça dépasse les millions de tokens. Et dans ce sens-là, on ne peut pas aujourd'hui tout simplement prendre tous ces documents et les mettre directement dans ChatGPT pour avoir des réponses. On va faire autrement. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer de convertir des informations qui sont dans ces documents
ont des représentations ou des embeddings. Les embeddings, c'est quoi concrètement? Un embedding, c'est un élément de représenter l'information dans un espace multidimensionnel. Concrètement, ce qu'on va voir, par exemple, c'est les éléments qui vont se rapprocher, vont être présents dans un même espace multidimensionnel. Par exemple, ici, on a des mots comme banane et apple qui vont se rapprocher parce qu'ils signifient presque la même chose. Et d'autres mots, comme par exemple dog, cat, vont se retrouver pareil. Donc, c'est une façon d'organiser, comme ce que nous on fait, les informations pour lier entre eux, pour savoir qui est quoi, etc. Et c'est dans ce sens-là que des modèles IA utilisent ces outils ou les données pour construire des embeddings mieux représentatifs du cas réel. On va pouvoir aussi, dans la formation, revenir dans le détail, dans l'embedding, comment on construit, etc. Mais ce qui est important à souligner, c'est ça. C'est une façon de construire des représentations et de lier les mots entre eux pour lier les mots qui sont les mêmes similarités, etc. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est quoi? Nous, dans notre contexte, on va convertir tous ces documents en des espaces de représentation. Par exemple, on va extraire tous les textes et qui est ici, on va construire des espaces de représentation pour chaque document. Et une fois qu'on a notre espace de représentation, c'est par la suite, on va essayer d'extraire dans cet espace de représentation les éléments qui se rapprochent plus de notre question. Au lieu de donner de façon brute les documents à ChatGPT ou des modèles LLM, on va essayer de construire des embeddings qui vont nous permettre par la suite de comparer entre la similarité entre, par exemple, certains mots qui sont dans le document, qui sont représentés sous format embedding, et la question que l'utilisateur a fournie. Et du coup, à la fin, lui sortir le résultat qui va se rapprocher le plus de l'embedding qu'on recherche ou de la question qu'on recherche. Par exemple, notre ami ou mon ami va vous donner, il a dans son document un élément qui pourrait l'intéresser. Il recherche par exemple aujourd'hui le nom de son chat qu'il avait mentionné dans un rapport. Et là, par exemple, c'est comme vous voyez, le mot chat est présent dans la question. On va rechercher dans l'espace de représentation les éléments qui se rapprochent le mieux du chat et qui a un nom. Et par exemple, là, on va extraire par exemple Nala, qui est le nom du chat qu'il recherche. Et c'est de cette façon similaire qu'on va, par exemple, extraire d'autres informations. Ici, on a notre exemple. On demande, par exemple, le président, qui est le nom du président. On va vouloir extraire Obama. Et vous voyez que l'embedding, à chaque fois, il lie les éléments qui ont des informations sémantiques presque similaires. Et du coup, cette façon de représenter l'information sous format embedding va faciliter plus facilement la recherche d'avoir une réponse par rapport à notre question. De mettre la main dans la pâte et commencer à coder, il y a une première chose à savoir, c'est d'abord construire son maquette. Une maquette, elle va permettre par exemple à votre utilisateur final d'avoir une première aperçu de votre application. Il va pouvoir par exemple vous faire des feedbacks et une fois que vous avez eu votre maquette bien définie, c'est là où vous pouvez commencer à coder. Dans notre cas, par exemple, comme c'est un simple, on va directement voir la solution finale et comment elle va se représenter. Déjà, la première chose qu'on a, ce sera une partie pour que notre utilisateur final puisse poser sa question. Et par la suite, on aura un bouton tout simplement pour récupérer la meilleure réponse. Et à la fin, on va pouvoir afficher la réponse. C'est tout simple. Et entre les deux, on peut ajouter un mécanisme de processing pour lui dire qu'on est en train de lui rechercher la meilleure solution possible pour qu'il ne puisse pas attendre dans les vides. Une fois qu'on a construit et qu'on sait où est-ce qu'on va, on va directement aller voir le code. Comme on avait dit, on va partir sur l'utilisation de LangChain. Dans LangChain, il y a une documentation qui est fournie avec, je vous recommande de la lire. J'aurais pris une image qui était dans la documentation pour vous expliquer un peu les étapes qu'on va utiliser. Déjà, première étape, ce qu'on va faire, on va charger les données. On va charger les données qui peuvent provenir de différents formats. Ça peut être des PDF, ça peut être des images, etc. qu'on va charger dans la mémoire. Et nous, dans notre contexte, les données qu'on va utiliser, c'est des PDF. Ok, première étape, on a chargé notre PDF dans la mémoire. Deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir
séparer les informations, par exemple, financières qu'on a en groupe de mots. Pourquoi séparer ces informations en groupe de mots? Cela va nous permettre par la suite de retrouver facilement les groupes de mots qui vont se rapprocher plus facilement à la réponse de notre question. Parce que comme vous imaginez, on ne peut pas extraire tous les groupes de mots qui peuvent être liés à notre réponse. Donc, on va essayer de séparer en groupes de mots. Par exemple, de taille 100 mots. On va se dire, OK, on a dans un document qui contient 500 mots, on va séparer en 100. Et du coup, ça va nous permettre, par exemple, d'avoir 5 groupes de mots. Une fois qu'on a séparé notre groupe de mots, l'étape numéro 2, c'est de construire notre embedding. Ce qu'on va faire, un groupe de mots, on va l'associer à une représentation ou un embedding, etc. Et du coup, ce qui va nous permettre d'avoir, comme on avait dit, dans notre espace de représentation, des groupes de mots. Une fois qu'on a ça, on va stocker toutes ces informations dans une vecteur d'embedding qui va nous permettre de les stocker et de pouvoir les interroger beaucoup plus facilement. Une fois notre première étape bien faite, la deuxième étape ou l'étape finale et l'objectif même, ce serait du coup d'avoir une question qui va être posée par exemple par un ami et l'objectif ce serait de retrouver dans ces questions les éléments ou le groupe des mots qui vont être liés à cette question. Ici on a un exemple, on va par exemple avoir une question, on va se dire ok, il y a par exemple le groupe de mots qui est ici ou ceux-là qui peuvent être intéressants pour pouvoir répondre à cette question. Ce qu'on va faire par la suite, c'est de donner le groupe des mots, de l'extraire ces groupes de mots, la vecteur database qu'on a vu, l'embedding, la base de données qui va nous enregistrer tout ça, de pouvoir les extraire, ces groupes de mots, et des données uniquement, en fait, comme un prompt, c'est-à-dire comme un prompt classique, et de choisir par exemple les éléments qui vont uniquement concerner ces groupes de mots. Et du coup, ce qu'on va avoir, c'est un nouveau prompt qui va contenir à la fois la question originale qui est posée par notre utilisateur, mais aussi des contextes, des groupes de mots qui sont notre chunk. Une fois qu'on a ça, on va par la suite avoir un modèle LLM qui va pouvoir en répondre en utilisant à la fois les questions, mais aussi les groupes de mots associés à cette question, nous donner une réponse. Ok, place à la pratique. On va donc commencer à implémenter notre première MVP. Et pour ça, soit vous utilisez des codes qui existent, qui est fourni par exemple dans la documentation de LangChain, ou vous partez par exemple à le code que je vous propose ici. Dans la description, vous retrouverez un lien qui va vous permettre de récupérer dans un dépôt guide ces codes suivants. Dans ces codes, qu'est-ce qu'on va retrouver par exemple? Je vous ai mis un README. Dans ces README, on va voir qu'il y a la création d'un environnement, l'installation de différents requirements ici. Et une fois qu'on a fait ça, on va lancer notre premier, par exemple, notre API. Et lorsque vous allez lancer l'API, cela va vous ouvrir cette page-là. Une fois que vous avez, par exemple, ce joli template, ce que vous allez faire, c'est de poser des questions. Des questions, par exemple, de ce type-là. Vous allez faire la question et poser des questions par rapport au document que l'utilisateur a. Par exemple, si nous, on recherche l'information par rapport à ces montants précis, quel est le revenu par rapport à 2025, on va spécifier, par exemple, si on connaît les noms du document, et que ces chiffres-là n'est pas, comme vous devinerez certainement, le mot revenu est présent dans plusieurs documents. Donc, il faut toujours spécifier les noms du document. Et par la suite, on va vouloir extraire l'information qui va concerner le revenu qui est en 2025. On va poser notre question. Il y aura une étape de processing. Et finalement, on va extraire, par exemple, le LLM va nous donner la réponse de 0,88 qui est bien la bonne réponse. Donc, c'est bien, notre modèle fonctionne bien. Et on va revenir à notre code concrètement, comment il fonctionne. Ok, si on va dans le code API que j'ai lancé, dans API, c'est quoi déjà? On retrouve plusieurs éléments. On voit par exemple que c'est un Fast API déjà. Fast API, vous pouvez voir la documentation aussi. C'est un moyen de lancer des API facilement. Et dans Fast API, on retrouve plusieurs éléments. Il y a déjà des éléments qui vont nous permettre d'initialiser notre graphe, de construire notre graphe. Si on va par exemple dans cette fonction qui est dans Build a Graph ici, dans Build a Graph, on a des fonctions
des méthodes. On a initgraph et buildgraph. Dans initgraph, on retrouve quoi concrètement? Dans initgraph, on retrouve par exemple l'utilisation d'un modèle classique d'LLM comme GPT-4 qui va se trouver à la fin et nous permettre d'avoir des réponses à notre question. Et ici, qu'est-ce qu'on a concrètement? On a par exemple d'autres méthodes d'embedding qui vont nous permettre de construire nos embeddings de documents qu'on voudrait. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? En fait, on a notre moyen pour y stocker ces embeddings dans une petite base de données d'embedding. Et là, j'ai créé une fonction qui va vous permettre, par exemple, de récupérer ces documents en mémoire. Une fois qu'on a ces documents, on va par la suite vouloir, comme on a dit, séparer ces documents en une unité des groupes de mots. Vous pouvez jouer avec ces paramètres, choisir par exemple des paramètres chunk size 200, 1000, etc. selon votre objectif et selon le contexte sur lequel vous travaillez, et aussi définir par exemple les overlap chunk, c'est-à-dire combien de mots ou de tokens un chunk par rapport à un autre vont se chevaucher. Il y a un chunk numéro 1, un chunk numéro 2, et en fait, comme un peu, je ne sais pas si vous avez vu les réseaux convolutionnels, mais comment en fait quelles sont les intersections entre les chunks. Si vous dites par exemple je veux 200 mots, ça sera 200 mots. Et une fois qu'on a fait ça, on va par la suite séparer notre mot en utilisant text split separatement, et on va lui donner le document. Et comme on a défini déjà un moyen de séparer notre mot par rapport à un chunk, on va construire notre vecteur et donner all split à notre vecteur restore qui va nous permettre de stocker. Et initgraph va nous retourner donc à la fois notre modèle LLM ici, qu'on va utiliser à la fin, et notre vecteur qui nous a permis de stocker. On a ces deux éléments majeurs. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement créer l'étape finale, c'est-à-dire récupérer une question par rapport au vecteur restore et utiliser les LLM. On va utiliser par exemple des méthodes comme retrievet et generate qui est présent si vous écrivez par exemple dans RAG Langchain, vous allez retrouver ces fonctions que j'ai essayé d'améliorer un peu dans ce contexte. Et là, par exemple, qu'est-ce que cette fonction va faire? Elle va calculer un score de similarité entre la question et les différents vecteurs. Du coup, elle va vous sortir les chunks ou les éléments ou le vecteur ou les embeddings qui vont se rapprocher plus à la question. Et là, le generate, par exemple, il va faire quoi, lui, concrètement? Il va combiner tout le document en une seule chaîne de caractères, et nous allons du coup avoir notre question qui est ici, et tous les éléments, par exemple, qui est sorti d'ici, vont être concaténés. Les textes qui est retrouvé grâce à cette similarité vont être mis ici sous format des textes, et c'est là, ces prompts-là qu'on va donner à notre LLM pour avoir notre réponse finale. Et les tours est joué. Là, c'est bon, on a fini. Vous avez construit votre API. Typiquement, ce qu'il va vous rester, c'est juste de modéliser votre interface, de construire par exemple l'API. Là, j'ai créé une méthode ask qui va me permettre par exemple de récupérer une question que je vais poser et d'envoyer ça dans la méthode graph en fait que je récupère ici. Là, je récupère par exemple une graph et les graphes que j'ai construits. Et dans graph, je vais juste ajouter la question. Et automatiquement, il va me récupérer cette question, ajouter un contexte et faire en sorte d'avoir une réponse finale. Et pour ça, le petit interface que vous avez vu, elle est ici. Vous pouvez l'adapter selon votre goût. Une fois qu'on a fait ça, je vais vous montrer une chose qui est importante. Là, il y a des éléments en fait que vous allez mettre, c'est les différentes clés. Simplement, j'ai utilisé Longsmith. Je vais vous montrer par la suite qu'est-ce que c'est. Vous allez mettre les clés API. Et là, par exemple, vous allez mettre aussi les clés API d'OpenAI si vous avez des clés d'API. Une fois qu'on a fait ça, on va par exemple voir dans Longsmith qu'est-ce qui se passe. Donc, le Longsmith, il correspond à quoi concrètement? Ici, par exemple, on va voir dans l'état de bord plusieurs éléments. On va par exemple choisir le cas sur lequel on est en train de travailler. Et là, ça nous permet de voir une visibilité globale du modèle ou l'agent ou l'IA qu'on a fait, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement. Cela va vous permettre par exemple de débugger, d'améliorer la méthode et de pouvoir proposer une méthode optimisée à votre utilisateur final. Là, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? On a vu la méthode Retrievet. La méthode Retrievet, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris, par exemple, une question et elle a recherché
parmi les documents les éléments qui vont se rapprocher. Et là, comme on voit, par exemple, elle a pris ça, le premier élément qui vont du coup se rapprocher là plus à la question 3, etc. Une fois qu'elle a récupéré ces éléments-là à partir de notre base d'embedding, elle va essayer de générer une réponse. Et pour générer la réponse, le code qu'on a construit, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de, déjà dans un premier temps, de construire le contexte. Le contexte et la question. La question que je vous ai dit, c'est la question qui va provenir de notre utilisateur. Et le contexte, c'est les éléments qui ont été retrouvés dans la méthode retrieval. Et concrètement, vous voyez ici, c'est tous les textes. Une fois qu'on a tout le texte et notre contexte, c'est là où on va donner, par exemple, à des méthodes comme GPT-4, le contexte et la question pour avoir une réponse précise. Et c'est dans ce contexte, par exemple, qu'on va avoir la réponse finale. Oui, notre modèle GPT-4, il va voir tout ça. On va spécifier, par exemple, qu'on va lui donner les questions et qu'il va utiliser ces différents contextes pour nous donner notre résultat final. On a vu complètement les différents éléments qui composent ce code ou notre premier MVP. Nous avons construit une code de base qui va nous permettre de lancer une interface, etc. Et là, il y a un élément essentiel à souligner. Pour lancer le projet, il faut avoir une clé API OpenAI. Vous pouvez récupérer directement lorsque vous cliquez OpenAI API Key qui va vous retourner en fait un moyen de créer un API ou d'accéder à un API. Et cela va automatiquement, par exemple, là, moi j'ai ajouté mon API, vous permettre d'avoir accès à des API plus facilement. Et, élément d'autre, lorsque vous allez lancer Longsmith, vous allez également récupérer un clé API. Normalement, lorsque vous avez lancé Longsmith, il y a une façon de récupérer. Soit vous essayez de récupérer par vous-même dans paramètres et dans API clé, vous créez une nouvelle clé. Ou soit, typiquement, au début, dans l'instruction d'utilisation, lorsque vous allez lancer, il va vous demander de générer et vous pouvez copier-coller ces clés d'API. Vous avez besoin de ces deux clés d'API. Celui-là, il est gratuit. Celui-là, il est payant. Il est gratuit, entre guillemets, parce que vous allez consommer certainement. Là, par exemple, vous pouvez avoir une vision globale de combien vous avez consommé par test, parce que ça coûte de l'argent, tout ça. Là, par exemple, si je vais dans le monitoring, je peux voir combien j'ai dépensé là. Je dépensais 0,19. Pour l'instant, j'ai rien payé. Mais en tout cas, c'est pertinent de savoir. Longsmith, donc il va vous coûter presque rien pour tester et de voir ces différents éléments-là. Après, c'est certainement que vous allez payer par la suite. Et pour avoir une clé d'API OpenAI, je vous ai montré comment faire. Je vais faire un petit chose. Je vais laisser les clés d'API OpenAI accessibles quelques heures pour voir déjà, pour permettre aux premières personnes qui vont utiliser ces projets de l'utiliser facilement et par la suite de construire leur clé API et même une fois que j'aurai effacé ces clés. Pour avoir beaucoup plus d'expérience, il faut que des personnes puissent vous confier leurs projets. Et pour que ces personnes puissent vous confier leurs projets, il faut un minimum, une certaine confiance sur votre capacité à pouvoir réaliser ces projets. C'est dans ces contextes qu'il est primordial de savoir bien communiquer sur ce que vous avez appris, sur ce que vous avez réalisé, sur les différents réseaux sociaux, surtout sur les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn. Ça là va vous permettre d'attirer des personnes qui vont pouvoir vous faire déjà première confiance pour réaliser leurs projets. Parce que l'auront vu via vos posts, via vos éléments que vous aurez communiqué avec eux, que vous êtes compétent, que vous avez réalisé beaucoup de choses qui pourraient les intéresser un jour. C'est dans ces contextes qu'il faut savoir faire toujours, après avoir terminé un MVP, après avoir testé des choses, après avoir satisfait un client, communiquer ça sur les canaux. Communiquer, c'est faire la publicité, votre publicité de vos projets. Et cette publicité va mettre toujours en avance votre image par rapport aux autres. Et c'est là où vous allez vous démarquer de votre concurrence. Dans cette vidéo, nous avons vu plusieurs choses. Nous avons d'abord vu comment avoir un plan qui va vous permettre de partir aujourd'hui là où vous êtes pour atteindre un niveau d'expertise. Pour ça, le chemin n'est certes pas facile, mais avec une stratégie et un plan bien défini, vous pouvez atteindre votre objectif. Nous avons vu par exemple qu'il faut d'abord bien choisir un domaine, savoir bien comprendre et savoir
extraire les bonnes informations sur ce qui existe dans l'état de l'art et très rapidement mettre la main dans le code pour pouvoir fournir à votre utilisateur final une MVP qui fonctionne. Ça, c'est notre première partie. Deuxième cas, ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est un cas pratique qui va vous permettre, par exemple, aujourd'hui, à partir d'un problème donné, construire étape par étape la solution finale et faire en sorte que votre utilisateur ou votre client soit satisfait de ce que vous faites. Je vous dis merci et à la prochaine. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, cela me fera plaisir, et à liker cette vidéo. Ciao, ciao.